Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%, nous sommes mardi et aujourd'hui c'est Davy qui présente. Je présente d'une manière un peu spéciale, mais vous ne savez pas pourquoi c'est une manière un peu spéciale. Et bien en fait je vais pas vous le dire pendant tout ce 101%, vous le saurez uniquement le jour de l'anniversaire de No Life, pour les 2 ans de No Life, le 1er juin, dans Hidden Palace. Voilà. Alors vous pouvez essayer de deviner quand même en regardant toute cette émission. Je donnerai peut-être des indices, qui sait. En tout cas, aujourd'hui, il y a un reportage sur Terminator Renaissance, il y a Temps perdu, il y a Retro and Magic, mais on commence avec les news. Ça fait 2 ans que je dis ça. Après Dynasty Warriors Gundam 2 et Dynasty Warriors Strike Force, un 3e épisode de l'interminable série de Koei arrivera prochainement sur le territoire européen. Il s'agit de Dynasty Warriors 6 Empires, dont la date de sortie est calée au 26 juin, que ce soit sur PS3 ou 360. Comme d'habitude, cette version spéciale du célèbre Beat'em All sera une sorte de gros add-on à l'épisode classique. Par rapport à Dynasty Warriors 6, on trouvera ainsi de nouvelles armes, de nouveaux personnages, de nouvelles missions, mais surtout un aspect stratégique plus poussé pendant les combats. Bon, ne nous emballons pas, c'est plus tactique, mais le principe du jeu reste similaire à celui de la série. On doit éliminer les dizaines d'ennemis se présentant simultanément devant soi grâce à des mouvements ultra classe. Battlefield Bad Company, premier du nom, avait été l'une des bonnes surprises de l'année 2008. Le jeu proposait notamment un scénario bien ficelé, des combats intenses malgré un gameplay classique, mais surtout des environnements extrêmement vastes, en grande partie destructibles. De quoi pimenter les affrontements en ligne notamment, le multijoueur étant l'une des grandes forces du jeu d'EA. Vous l'aurez compris, cette vidéo présente quelques images du second volet dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose. DICE, les développeurs suédois de la série Battlefield, promet que les fans du premier épisode retrouveront tout ce qui faisait le charme de ce dernier, mais en mieux. En gros, on aura droit à plus de véhicules, plus d'éléments destructibles et des possibilités plus nombreuses concernant le jeu en équipe. Bad Company 2 proposera aussi des environnements complètement différents, comme des montagnes enneigées, des villages poussiéreux ou encore des jungles touffues. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée. L'an passé, les développeurs italiens de Milestone avaient réalisé un boulot globalement satisfaisant pour la première apparition de la série des Superbikes sur console next-gen. SBK 08 se posait comme un bon jeu de moto, à la réalisation certes moyenne, mais doté d'un gameplay multifacette intéressant. Le joueur pouvait en effet choisir entre un pilotage arcade ou simulation, ce qui changeait radicalement la manière avec laquelle il fallait aborder les courses. Autant être clair tout de suite, SBK 09 se présente comme une sorte de mise à jour de la version 2008. Une mise à jour au niveau de la base de données déjà, qui propose l'ensemble des équipes et des pilotes de la saison actuelle, ainsi que 2 circuits supplémentaires, Portimao et Kyalami. Les principaux reproches faits l'année dernière portaient sur les graphismes du jeu qui empêchaient le joueur de se plonger complètement dans les épreuves de Superbike. Avec l'épisode 2009, Milestone a donc retravaillé tout ce qui touche à l'ambiance visuelle des courses. Les pistes sont plus détaillées, le public est un peu plus présent qu'auparavant, tout comme les panneaux publicitaires, et les effets météorologiques sont plus jolis. Bref, on sent que tout l'aspect esthétique a demandé du travail, même si on reste encore très loin des jeux de course auto comme Grid ou Colin McRae Dirt. Mais voilà, ce sont à peu de choses près les seules nouveautés de cet épisode. Le gameplay reste en effet inchangé par rapport à la version 2008, ce qui aurait pu être un avantage si celui-ci avait été exempt de tout reproche, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bien sûr, on a toujours la possibilité d'opter pour le style de pilotage que l'on souhaite. Les pilotes les plus avertis peuvent aussi bidouiller tout un tas de paramètres sur leur bécane afin de les adapter au mieux aux conditions de course. Cependant, les sensations de pilotage restent assez moyennes, surtout lorsque l'on souhaite tendre vers un maximum de réalisme. La gestion des glissades laisse encore à désirer, la moto accusant parfois de manière incompréhensible une perte d'adhérence subite. Plus globalement, un autre défaut majeur du jeu saute aux yeux dès lors qu'on insère celui-ci dans la console.
SBK09 est tout simplement peu engageant. On ne perçoit en effet jamais la volonté des développeurs de séduire le joueur, d'essayer de faire en sorte qu'il revienne encore et encore sur le jeu jusqu'au prochain épisode. L'intro, le design des menus, les modes de jeu disponibles, l'ambiance fadasse lors des courses, tout ça manque d'impact, de vie. Le jeu est terne, presque ennuyeux même. Dommage, car si la forme laisse à désirer, on sent une réelle envie de bien faire de la part des développeurs. Mais à 70 € le jeu, cela ne suffit pas. Alors ce n'est pas du tout drôle pour vous, mais c'est le plus drôle pour les gens qui sont sur le plateau, sûrement. Je suis Terminator. Je suis Terminator. Ça ne vous fait pas rire, mais moi ça me fait très rire. Tout de suite un reportage sur Terminator Renaissance. My mother taught me how to beat the machines. 24 ans après le premier Terminator, réalisé en 1985 par James Cameron, la saga qui a définitivement propulsé Arnold Schwarzenegger au rang de star internationale est de retour. Après 3 films réalisés en l'espace de 2 décennies, c'est le 4e volet, baptisé Terminator Renaissance en France, qui sort au cinéma le 3 juin prochain. Un événement que ne pouvait évidemment pas rater le monde du jeu vidéo. Distribué par la Warner et développé par Green, responsable récemment de Bionic Commando ou Wanted, Terminator Renaissance débarque en fin de semaine sur PS3, 360 et PC. Un jeu qui porte donc le même nom que le 4e long métrage de la saga, mais qui ne reprend pourtant pas directement le scénario de celui-ci. L'histoire du jeu se situe 2 ans avant celle du film. L'action prend place en 2016 dans un univers dévasté par la guerre, faisant rage entre humains et machines. On y incarne John Connor himself, accompagné de ses potes résistants qui tentent de lutter contre une armée de clones de l'actuel gouverneur de Californie contrôlé par Skynet. Nous avons rencontré récemment Mick Rogers, producteur exécutif du jeu, qui travaille chez Halcyon Games. Il s'agit tout simplement de la compagnie qui s'occupe de gérer les droits de tout ce qui touche à Terminator. L'occasion idéale pour parler du travail d'adaptation qu'a nécessité le jeu. Et en premier lieu, il convenait évidemment de demander à l'intéressé la raison pour laquelle le jeu ne reprend pas strictement le scénario du film. We wanted to go a different route and really kind of give you some backstory of what you're going to see on screen when you go see the movie. So we wanted to add to the narrative of the film and give you some background of the characters and add to their arc. So when you go see the movie, you're going to know a little bit about John Connor and the person that he is and the relationships he has with people and hopefully feel more immersed in the universe. Mick Rogers, et plus globalement Halcyon Games, ne travaille pas directement sur la partie technique du développement du jeu. En revanche, la compagnie américaine a veillé à ce que l'univers de Terminator soit parfaitement adapté et a donc régulièrement fait le lien entre les équipes travaillant sur le jeu et sur le film. Our role was, really to creatively create the story in conjunction with the game writers and, day-to-day production along with Grin in development, creating, the design of the game, really everything, working with the film to get assets from the film to get to the developer and the design team. We were involved early on. We had the manuscript to read and inspire our story, and we visited the pre-production offices to get a sense of the look and the feel of the movie, and we're provided all the assets and the concept art and all the animation that they were doing in pre-production on the film. The movie production and director was involved in our story. We wanted to make sure our story fit with within the universe and within the story they're telling. So, certainly we shared that with them. Comme la plupart des jeux d'action actuels, Terminator Renaissance est un TPS, comprenez un Third Person Shooter, c'est-à-dire qu'il propose un système de couverture. The cover mechanic is our core mechanic, and it's a degradable cover system. So we want the player not to just sit behind cover, but to really move around and go from cover to cover. We have a quick move mechanic where you can move from cover to cover, and also flank our enemies because it's a squad-based game. So we have an AI squad that's along with John Connor on his journey. Par le passé, on a malheureusement pu constater à de nombreuses reprises que les jeux exploitant les licences de films sont rarement à la hauteur. Et Terminator Renaissance ne fait pas vraiment exception à la règle, c'est le moins que l'on puisse dire.
On vous reparle de cela dans 2 semaines avec la critique complète du jeu, mais on peut déjà vous dire que le jeu s'est terminé en 4 heures et s'avère très largement décevant. Ça ne vous parlera pas, mais bon. Tout de suite, on regarde temps perdu. Bonjour, on y est presque, ça sera bientôt sur nos tronches, et il est donc temps de fabriquer son abri anti-atomique. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Vous n'allez pas le croire, mais je suis vieux. Oui, je suis même carrément plus vieux que vous. Oui, vous qui regardez notre belle chaîne et qui pensiez qu'avoir du poil au menton, eh ben ça veut dire que ah bah maintenant je suis trop un adulte. Ou donc oui, je suis vieux et grâce à cela, j'ai connu la meilleure époque du jeu vidéo. Sachez en effet que moi, j'ai dépensé mes maigres deniers dans ce que nous appelions au siècle dernier des machines à sous. C'est ainsi que j'ai pu m'essayer avant tout le monde à Galaga, dont le gameplay était sans faille. Des hordes de vaisseaux extraterrestres se précipitaient sur moi à la vitesse de la lumière, et il fallait avoir des réflexes exceptionnels pour réussir à survivre. Oui, j'ai parcouru des kilomètres dans la voiture de ma maman pour m'essayer sur la seule borne de la ville à Scramble. Voilà ce que doit être un jeu. Un scrolling horizontal à la pointe de la technologie, un défi particulièrement ardu, une durée de vie infinie. Moi je vous le dis en plein de mots commençants, les jeux vidéo, c'était mieux avant. Et que dire de Moon Patrol? Même si je ne peux vous en montrer aujourd'hui qu'un horrible remix, sachez que cette bombe n'a rien à envier à vos grosses productions d'aujourd'hui, sans âme, où il n'est même plus possible de perdre. Et oui, car à l'époque, on pouvait perdre dans un jeu. C'était d'ailleurs même conseillé si l'on ne voulait pas se faire enguirlander par notre mère qui attendait à côté. Heureusement, plus tard, j'ai eu la chance d'obtenir cette merveilleuse machine qu'était le CPC. Et ne venez pas me parler de vos PC overclochés ou même de ces cochonneries de ST et d'Amiga. La meilleure façon de distribuer des bourre-pifs dans International Karate Plus, c'était sur un Amstrad et pas ailleurs. Ah! Aujourd'hui, vous me faites bien rire avec vos Street Fighter et vos Dead à poil. Enfin, sachez que le jeu ultime était Black Tiger. 1 franc, 1 heure de jeu. Un barbare chevalier qui affronte des dragons avec une arme surpuissante que vous pouviez booster au fur et à mesure de l'aventure. Ah! Je vous le dis, moi, tout ça, c'était que du bonheur. Et vous ne savez même pas la chance que vous avez aujourd'hui, car toutes ces petites merveilles n'attendent que vous. Oui, vous qui allez enfin pouvoir prendre de l'âge en perdant utilement votre temps. Et bien sûr, vous n'oublierez pas que pour gagner plus, jouez plus. Et maintenant, c'est Retro and Magic. La semaine dernière, nous avons parlé de la saga Ultima, narrant les aventures de l'Avatar dans les contrées de Britannia pour défendre les vertus et combattre le maléfique Gardien. Mais non contente de générer 9 épisodes, la série créée par Richard Garriott allait également engendrer plusieurs spin-offs. Utilisant le moteur d'Ultima 6, l'équipe d'Origin Systems développera 2 épisodes alternatifs sous le titre Worlds of Ultima. Il s'agit de RPG reprenant le système de jeu d'Ultima, mais dans un contexte différent de la série principale. Le premier, Worlds of Ultima, envoyait le joueur dans un univers préhistorique rappelant le roman Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Le héros doit unifier les différentes tribus de la vallée d'Eodon contre le peuple insectoïde des Myrmidex. Le jeu est également sorti au Japon sur Super Famicom. Le deuxième épisode évoque quant à lui les romans de Jules Verne et H.G. Wells, mais aussi les chroniques martiennes de Ray Bradbury et le jeu de rôle Space 1889.
Embarquant à bord du fameux canon de la Terre à la Lune, le héros se retrouve sur Mars. Faisant équipe avec des personnages historiques comme Marie Curie, Sigmund Freud ou encore Nikola Tesla, mais aussi les alter-ego victoriens de Richard Garriott et Warren Spector, le héros devra secourir le peuple martien qui s'est auto-exilé dans une dimension onirique. Voilà un synopsis comme on n'en voit pas tous les jours. Un troisième Worlds of Ultima a été prévu dans l'univers des légendes arthuriennes, mais il fut finalement annulé. Ayant apprécié les innovations de Dungeon Master à leur juste valeur, le développeur Paul Neurath se mit au travail sur un RPG qui pousserait encore plus loin le réalisme et la simulation. Aux côtés d'anciens employés d'Origin et de jeunes programmeurs comme Doug Church, il imagine le dungeon crawler ultime sous le nom Underworld. Le projet intéresse Richard Garriott qui souhaite l'intégrer à l'univers Ultima. Le jeu devient donc Ultima Underworld et son gigantesque terrain de jeu trouve tout naturellement sa place dans l'Abysse Stygienne, le dernier donjon d'Ultima 4. Au final, face à des retards et de multiples dépassements de budget, c'est le producteur du jeu chez Origin, Warren Spector, qui fera des pieds et des mains pour permettre la sortie du jeu. Le jeu vidéo peut lui en être reconnaissant. Ultima Underworld est une prouesse technologique, son moteur 3D étant alors capable d'afficher des décors sur plusieurs niveaux de hauteur et d'exploiter le mapping de textures. Ultima Underworld impressionnera même John Carmack et les développeurs d'ID Software et leur donnera l'idée de créer Catacomb 3D, l'ancêtre de Wolfenstein 3D et donc de Doom. Mais Ultima Underworld n'est pas qu'une démo technique, c'est un vrai RPG avec un grand nombre de quêtes à accomplir, de sorts à maîtriser et de monstres à affronter. L'intrigue reste toutefois assez classique puisqu'il s'agit de secourir la fille d'un baron enlevé par un sorcier maléfique, mais qu'importe, ici le voyage compte clairement plus que sa finalité. Devenus Looking Glass Studios, les développeurs d'Ultima Underworld ne tardent pas à produire une suite à leur jeu culte. Underworld 2 affine l'expérience offerte par le premier jeu, mais ne révolutionne pas la formule impeccable imaginée par Paul Neurath. Le jeu est également mieux intégré dans la saga Ultima, puisqu'il prend place juste après les événements d'Ultima 7. Alors que l'Avatar et ses compagnons sont au château de Lord British pour célébrer la victoire contre le gardien, celui-ci utilise sa magie démoniaque pour emprisonner le château et tous ses occupants dans une sphère noire. Pour déjouer le sort, l'Avatar va devoir voyager dans différentes dimensions contrôlées par le gardien. Ce principe offre ainsi à l'équipe de Looking Glass une plus grande liberté artistique. L'héritier direct de la série Ultima Underworld sera Arx Fatalis, des Français d'Arkane Studios. Écoutez-moi, être de lumière, et entendez mon message. D'ailleurs, ceux-ci tenteront de négocier avec Electronic Arts les droits de nommer le jeu Underworld 3, avec la bénédiction de Paul Neurath, le créateur original. Malheureusement, les négociations n'aboutiront pas. Très fidèle au cahier des charges de la série et apportant quelques idées novatrices comme le fait de devoir tracer ses runes magiques à la souris, Arx Fatalis est un très bon jeu qui a, sans nul doute, ravivé des souvenirs nostalgiques chez de nombreux gamers, malgré quelques vilains problèmes de bugs et d'équilibrage. Enfin, comment évoquer la saga Ultima sans mentionner Ultima Online ? S'il n'est pas le premier MMORPG, s'étant fait ravir cet honneur par le jeu Meridian 59 de 3DO, Ultima Online est certainement le jeu qui a posé les bases du genre. Si vous avez vu l'émission consacrée à Ultima 1 à 9, vous vous rappelez peut-être de Mundane et de sa gemme d'immortalité. Eh bien, sa destruction a en fait créé une multitude de versions parallèles du monde de Sosaria, appelé Éclat. Et voilà comment justifier scénaristiquement la multiplicité des serveurs de jeu. Contrairement à des MMORPG plus récents, Ultima Online jouait la carte du monde persistant et offrait aux joueurs d'avoir un vrai impact sur l'évolution du monde. Le joueur pouvait même bâtir sa propre demeure. C'est peut-être pour cela que même si le jeu ne fut pas le succès planétaire espéré par Electronic Arts, il conserve une communauté de joueurs fidèles qu'on estime aux alentours de 200 000. 12 ans après son lancement, Ultima Online est toujours actif, a connu une refonte graphique complète en 2007, dont vous voyez d'ailleurs les images, et devrait accueillir une nouvelle extension prochainement.
Cette extension consacrée à la fameuse abysse stygienne devrait d'ailleurs reconstituer fidèlement l'architecture d'Ultima Underworld. Electronic Arts mit en chantier une suite à Ultima Online dès 1999. Nommée Ultima World Online Origin, elle aurait donné un visage inédit au monde de Sosaria, mêlant fantasy et steampunk avec des designs signés Todd McFarlane. Mais le jeu fut finalement annulé en mars 2001. Voilà, ce 101% est terminé. Vous n'avez pas compris grand-chose, moi non plus d'ailleurs, et les gens qui sont sur le plateau non plus, je pense. Pour connaître les raisons qui m'ont fait rire lors de ce plateau, vous avez sûrement deviné chez vous. Mais bref, pour être vraiment sûr, il faudra regarder le Hidden Palace spécial anniversaire de la chaîne qui sera le 1er juin sur No Life. Voilà, allez, ciao! Snow